Salut tout le monde, ravi de vous revoir. Ce soir, j'ai planifié une nouvelle construction dans Minecraft, en plaçant soigneusement chaque mur et coffre. Planifier à l'avance dans le jeu fait la différence entre survivre et tout perdre. Et l'histoire Reddit d'aujourd'hui prouve que dans la vraie vie, planifier peut vous sauver ou vous briser, surtout quand la confiance dans un mariage commence à s'effriter. L'histoire s'intitule « Je soupçonnais que ma femme préparait un divorce, alors j'ai sécurisé mes actifs ». 2 semaines plus tard, elle a déposé une demande, puis a fait marche arrière quand son plan a échoué. Cette histoire parle de suspicion, de stratégie et des conséquences quand des motifs cachés sont enfin révélés. Bonjour à tous. J'ai parcouru discrètement les discussions ici, pendant un certain temps, sans jamais m'attendre à avoir ma propre histoire à partager. Mais la vie a une manière de vous surprendre, et je porte ce poids depuis des mois. J'ai besoin de m'en libérer. Pour être clair, je ne suis pas du genre à devenir méfiant ou à imaginer le pire. Ma partenaire, que j'appellerai Sophie, et moi sommes ensemble depuis 7 ans, mariés depuis 5. Notre relation semblait solide, du moins c'est ce que je croyais. Nous avions nos hauts et nos bas, mais rien qui ne criait le danger. Pendant la plupart de notre temps ensemble, nous étions ce duo, profondément connectés, riant à des blagues privées idiotes, débattant sans fin sur quelle série regarder, et évoluant en harmonie, comme si nous avions trouvé la clé d'une relation parfaite. Sophie planifiait des soirées attentionnées, et je la surprenais avec sa pizza préférée après une dure journée. Ça semblait naturel, comme si nous étions en phase. Ce qui s'est passé ensuite m'a frappé comme un train de marchandises. Il y a environ 8 mois, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était de petits changements, ceux qu'on pourrait ignorer si on ne fait pas attention. Elle gardait son téléphone près d'elle en permanence, même pour des allers-retours rapides à la salle de bain ou en triant le linge. Avant, son téléphone restait sur le comptoir pendant des heures, et elle s'en fichait si quelqu'un y jetait un œil. Un soir, je l'ai taquinée. « C'est quoi ce téléphone? Tu prépares une mission secrète ?» Elle a ri, disant que le travail l'envoyait des messages sans arrêt. « D'accord, ai-je pensé. » Mais 1 semaine plus tard, j'ai remarqué qu'elle avait ajouté un code de verrouillage à son téléphone, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Quand je lui ai posé la question, elle a marmonné quelque chose sur la vie privée et les violations de données. Je n'ai pas insisté, ne voulant pas paraître trop méfiant, mais ça me semblait bizarre. Et ça ne s'est pas arrêté là. Elle a commencé à sortir de la pièce pour prendre des appels, ce qui était nouveau. Son téléphone vibrait et elle disait « Oh, je prends ça vite fait », avant de disparaître sur le balcon ou dans une autre pièce. Quand je demandais qui c'était, elle balayait la question avec un « juste un collègue ». Puis j'ai remarqué qu'elle posait son téléphone écran vers le bas sur la table, une habitude qu'elle n'avait jamais eue. Une fois, alors que je tendais la main pour lui passer un verre, elle a rapidement retiré son téléphone. C'était subtil, mais ça m'a marqué. La distance ne concernait pas seulement son téléphone. Nos conversations, autrefois animées et fluides, devenaient tendues. Si j'évoquais des projets, comme où nous pourrions voyager pour notre prochain jalon, ou si nous devrions changer de voiture, elle donnait une réponse vague comme « Bien sûr, on y pensera ». Échanger de sujet. Tout s'est cristallisé un mardi ordinaire. Elle a mentionné qu'elle allait prendre un verre avec une amie après le travail, ce qui n'était pas inhabituel. J'étais dans le même quartier, pour des courses, et j'ai pensé passer la surprendre. Mais quand je suis arrivé au bar, elle n'était pas avec une amie. Elle faisait les 100 pas dehors, le téléphone collé à l'oreille, parlant d'un ton sérieux et feutré. Je suis resté dans ma voiture, ne voulant pas m'imposer, mais j'ai capté des bribes comme « C'est presque prêt, un nouveau chapitre bientôt ». Mon cœur s'est serré. Je ne pouvais pas reconstituer le contexte, mais ça ne ressemblait pas à une discussion de travail décontractée ou à une amie qui se confie. Ça semblait plus grand, comme quelque chose qu'elle orchestrerait. Quand elle est rentrée, je lui ai demandé comment s'était passée sa rencontre, en gardant un ton léger. Elle a raconté une histoire détaillée sur son amie qui se plaignait d'une rupture chaotique. C'était si bien ficelé que j'ai fixé un moment. Plus tard, elle a abordé quelque chose d'étrange. Je pense qu'on devrait regrouper nos affaires. Tu sais, les coordonnées bancaires, les mots de passe, les papiers importants, juste au cas où. Ça sortait de nulle part. Nous n'en avions jamais parlé avant, et le timing semblait étrange vu tout ce que j'avais remarqué. « Quel cas ?» ai-je demandé, essayant de rester décontracté. Elle a haussé les épaules, disant « Tu sais, la vie arrive, et si l'un de nous tombait malade ou si on devait faire un gros achat rapidement ?»
Sa logique semblait sensée, mais sa manière de le dire était trop fluide, comme si elle l'avait répété. J'ai hoché la tête disant « Ouais, peut-être ». Mais intérieurement, j'étais sur les nerfs. Pourquoi cet intérêt soudain pour organiser nos finances alors que nous les avions toujours gardées séparées et détendues? Cette nuit-là, mon esprit s'emballait, repassant ses mots, les appels secrets, la conversation au bar et sa distance croissante. Tout s'additionnait à une image qui ne me plaisait pas. Quelques jours plus tard, alors que nous étions dans le salon, elle scrollait sur son téléphone. Je coupais des fruits. Elle a ramené le sujet. As-tu pensé à mettre de l'ordre dans nos affaires financières? Sais-tu où sont toutes nos infos de compte? J'ai posé le couteau et me suis tourné vers elle. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, en gardant une voix ferme mais calme. Tu parles sans arrêt des finances. Y a-t-il quelque chose dont on doit discuter? Elle a levé les yeux, prise au dépourvu, et a ri nerveusement. Non, rien ne va pas. Je pense juste qu'il est malin d'être préparé, tu sais, pour les urgences. Des urgences? Comme quoi? Ai-je insisté. Elle a haussé les épaules, son visage impassible. Juste la vie. Ce n'est pas grave, je le jure. Ces réponses vagues ne faisaient qu'approfondir mon malaise. Ça ne ressemblait plus à une suggestion pratique. On aurait dit qu'elle cachait quelque chose. Le lendemain, pendant qu'elle était au bureau, j'ai vérifié notre compte bancaire commun en ligne. J'ai trouvé quelque chose d'étrange. Au cours des dernières semaines, il y avait eu de petits transferts. Rien d'énorme, mais des montants qui ne correspondaient pas aux factures, à l'épicerie ou à quoi que ce soit d'évident. Je ne voulais pas surréagir, mais on aurait dit qu'elle déplaçait de l'argent pour des raisons que je ne pouvais pas identifier. J'ai pensé à la confronter, mais je me suis retenu. Si j'avais tort, je paraîtrais paranoïaque. Si j'avais raison, je devais agir prudemment. Ça me rongeait, alors j'ai contacté un ami de confiance de l'école de droit, qui est maintenant conseiller juridique. Je lui ai exposé ce que j'avais remarqué, en essayant de ne pas donner l'impression de tisser une théorie farfelue. Il a écouté et a dit « Je ne dis pas qu'il se passe quelque chose de sûr, mais tu n'es pas fou d'être prudent. Si tu t'inquiètes pour tes finances, c'est le moment d'agir. Mieux vaut être prudent. » Il m'a guidé à travers les étapes pour sécuriser mes actifs, des mesures simples pour me protéger si quelque chose n'allait pas. Prendre ces mesures semblait surréaliste, comme si je me préparais à une catastrophe que je ne comprenais pas totalement. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, c'était à propos de la vie que nous avions construite. Je repensais sans cesse à notre mariage, à nos discussions nocturnes sur notre avenir, aux moments idiots que nous partagions. Comment en étions-nous arrivés là? Était-ce ce que notre mariage était devenu? L'idée de prendre ces précautions semblait admettre une défaite, comme si je laissais tomber la confiance que nous avions autrefois. Cette nuit-là, pendant qu'elle était sortie, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout examiner. Comptes bancaires, économie, documents hypothécaires. Chaque fichier ouvert semblait un petit acte de trahison, mais une voix dans ma tête me disait « C'est pour te protéger, pas pour détruire ce que nous avions. » Je ne voulais jamais lui faire de mal, mais je ne pouvais pas chasser la peur qu'un retard d'action mènerait à des regrets plus grands plus tard. J'ai élaboré un plan pour déplacer ce que je pouvais sans attirer l'attention. Et pendant que je travaillais dessus, une lourde pression s'abattait sur moi. Pendant si longtemps, j'avais eu une confiance totale en elle. Et maintenant, je me retrouvais à me protéger contre la seule personne dont j'avais toujours cru qu'elle serait à mes côtés. Ensuite, j'ai contacté ma tante et lui ai vaguement expliqué pourquoi j'avais besoin de son aide. Je lui ai demandé de garder certaines choses pour moi temporairement. Rien de grave, juste une mesure de sécurité au cas où les choses tourneraient mal. Elle a marqué une pause, probablement en reconstituant les parties non dites. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-elle demandé, son ton empreint d'inquiétude. « Ouais, » ai-je menti. « C'est juste un plan de secours, pas grand-chose. » Elle n'a pas insisté davantage, mais j'ai senti l'hésitation dans sa réponse. « Bien sûr, chérie, tout ce dont tu as besoin. » Mettre fin à l'appel m'a laissé avec un étrange mélange de réconfort et de culpabilité. Je détestais l'entraîner dans ce pétrin, mais avoir son soutien m'apportait un peu de stabilité dans le tourbillon de chaos autour de moi. Quand Sophie est rentrée, j'avais déjà tout mis en route. J'avais transféré la plupart de nos avoirs, fonds, actions, et même le titre de l'appartement au nom de ma tante.
J'ai laissé un montant raisonnable sur notre compte commun pour éviter les signaux d'alarme, mais l'essentiel était sécurisé. Elle n'a rien remarqué. Elle est entrée, m'a fait un bisou sur le front et a suggéré qu'on regarde une série. J'ai joué le jeu, mais intérieurement, je m'effondrais. Une partie de moi se sentait horrible, comme si j'avais brisé sa confiance en moi. Mais une autre partie se sentait soulagée, comme si je reprenais le contrôle dans un désordre qui avait complètement dérapé. Au cours des jours suivants, je me suis efforcé de maintenir nos routines habituelles. Je ne voulais pas qu'elle sente un changement. Elle semblait satisfaite, parfois même étrangement joyeuse. Au lieu de me calmer, cela n'a fait qu'accentuer mes doutes. Si elle préparait quelque chose, elle le cachait magistralement. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est son silence soudain sur les questions d'argent. Pas un mot depuis que je l'avais défiée la dernière fois. Au début, je me demandais si j'avais exagéré et qu'elle avait laissé tomber parce que ce n'était pas important. Mais en y réfléchissant, j'ai réalisé qu'elle évitait délibérément, comme si elle redoutait de rouvrir le sujet après ma résistance. Je l'ai surprise à me jeter des regards, comme si elle évaluait mon humeur ou hésitait à parler. Chaque fois que nos regards se croisaient, elle revenait rapidement à sa tâche, son appareil, l'écran ou un magazine. C'était discret, mais indéniable. On aurait dit qu'elle espérait que je lance le sujet, évitant tout risque de raviver la conversation. Ce silence ne faisait qu'amplifier mes nerfs. Ce n'était pas son style d'abandonner quelque chose qu'elle jugeait crucial, et cette esquive soudaine semblait calculée. Si elle testait des limites, elle n'allait pas plus loin. Si elle attendait un signal, je ne lui en donnais pas. Peu importe ce qu'elle préparait, je devais rester en avance. Un changement se préparait, mais sa forme et son timing m'échappaient. Tout ce que je pouvais faire, c'était me préparer. Ce soir-là, j'ai vérifié que tout était étanche. J'ai revu les documents, examinant chaque détail des transferts à ma tante, la propriété, les fonds de retraite, les portefeuilles, tous maintenant légalement sous son contrôle, dans un arrangement sécurisé et irrévocable. J'ai même appelé ma tante pour m'assurer qu'elle avait tous les formulaires nécessaires. 3 semaines ont passé, et la vie semblait ordinaire, presque trop ordinaire. Elle était plus chaleureuse, discutant de choses banales comme le travail ou des idées pour le dîner. Cela me désorientait, car elle avait été distante pendant des lustres, évitant tout ce qui allait au-delà des bavardages. Une partie de moi a commencé à douter si j'avais suranalysé toute l'affaire. Peut-être que son comportement étrange venait du stress ou d'un facteur que je n'avais pas saisi. Mais ensuite, un jeudi soir décontracté, elle m'a tiré sur le canapé, a éteint la télévision et a dit « Il faut qu'on parle de quelque chose ». Mon estomac s'est noué instantanément. Je sentais ce qui allait venir avant qu'elle ne prononce les mots. « Je pense qu'on devrait se séparer », a-t-elle déclaré, sa voix stable et composée, comme si elle l'avait répété. Il n'y avait ni colère ni larmes, juste un détachement froid, comme si elle mentionnait qu'on avait oublié des courses. Je l'ai regardée, cherchant une réponse alors qu'elle exposait ses raisons. Vouloir de l'indépendance, besoin de se redécouvrir, se sentir éclipsé dans notre union. Des phrases typiques de rupture qui n'expliquaient rien de concret. Mais ensuite, elle a ajouté une phrase qui a frappé différemment. « J'ai tellement sacrifié pour toi toutes ces années, et je ne sens pas que tu l'as vraiment apprécié. Je mérite mieux. » Cette dernière partie a coupé profondément. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin aux choses. Elle le présentait comme si j'étais en dette envers elle, comme si la faute reposait entièrement sur moi, et qu'elle ne faisait que récupérer ce qui lui était dû. En traitant ces mots, un nouveau mystère a émergé. Pourquoi maintenant? Puis elle a laissé tomber un indice qui a tout relié. Un collègue m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, a-t-elle poursuivi, évitant mon regard. Un collègue? Je suis resté silencieux, la laissant continuer, mais mes pensées s'emballaient. Qui était cette personne? Pourquoi se mêlait-elle de notre relation? Sa manière de parler n'était pas anodine. On aurait dit que quelqu'un l'avait encouragée, présentant le départ non comme une option, mais comme un mouvement calculé qu'elle devait exécuter. Plus elle insistait sur le fait qu'elle méritait mieux à cause de ses sacrifices, plus je devenais sceptique. Des sacrifices? Quels sacrifices? Elle semblait satisfaite de moi, ou du moins le prétendait. J'avais fait des efforts pour lui offrir le style de vie qu'elle voulait, et cela allait au-delà des finances. Quand elle a voulu déménager plus près de son bureau, j'ai accepté malgré mon trajet plus long.
Quand elle a repéré ce séminaire de bien-être coûteux l'été dernier, j'ai ajusté notre budget pour le couvrir, renonçant à un voyage que j'avais prévu. Je l'ai soutenue à travers 2 changements de travail, la rassurant que prendre des risques était acceptable parce que son bonheur comptait. Je pensais qu'une bonne relation signifiait la prioriser quand c'était possible. Et je n'étais pas un conjoint distant ou déconnecté. J'étais présent, je notais les anniversaires et les petites choses qu'elle aimait. Quand elle se sentait coincée, je proposais des sorties. J'écoutais ses plaintes sur ses collègues, amis et famille. Je n'étais pas parfait, mais je faisais des efforts. C'est pourquoi son « je mérite mieux » m'a blessé si profondément. Je n'y croyais pas. Elle ne partait pas à cause de mes actions ou de mes manques. Quelque chose avait changé en elle. Peut-être ce collègue qu'elle mentionnait ou un autre facteur, mais la personne en face de moi n'était plus celle que j'avais juré d'aimer, et je refusais de la laisser réécrire notre histoire pour convenir à sa nouvelle narration. Je ne l'ai pas défiée sur le champ. J'ai juste hoché la tête et murmuré quelque chose de neutre comme « Si c'est ce que tu veux, on peut organiser la logistique. » Elle semblait surprise que je ne me batte pas ou ne la supplie pas de reconsidérer, mais ça allait. Mon focus avait changé. Je devais découvrir qui ou quoi était derrière ce changement soudain et orchestré. Elle n'avait pas décidé de partir spontanément. Ça allait plus loin et je n'allais pas me laisser surprendre à nouveau. Après cette discussion, elle s'est retirée dans son espace et les documents de séparation sont arrivés le mardi. Disons qu'il ne visait pas seulement à dissoudre le lien. Il voulait tout prendre, la moitié de l'appartement, mes économies, mes avoirs et la voiture. Elle exigeait tout, plus des conditions d'alimentation vagues qui ne correspondaient pas à son revenu solide. On aurait dit qu'elle s'attendait à ce que je cède tout ce que j'avais construit sans me battre. Au début, je pensais que c'était de la rancune, mais ses demandes précises et audacieuses m'ont convaincu que quelqu'un la conseillait. Alors, j'ai commencé à enquêter. Je ne pouvais pas poser de questions directes sur ses contacts, alors je suis devenu stratégique. J'ai commencé par ses profils en ligne. Elle ne m'avait pas restreint, et bien qu'elle postait rarement, j'ai examiné ses mentions, partages et interactions, à la recherche de visages inconnus. Paul et moi n'étions pas particulièrement proches, mais toujours cordiaux. Quelques semaines après la médiation, il m'a contacté de nulle part, disant qu'il avait quelque chose d'important à me montrer. Quand nous nous sommes rencontrés, il a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages entre Sophie et un type nommé Rémi. Au début, j'étais perplexe. « Comment as-tu eu ça ?» ai-je demandé en faisant défiler les textes. Paul a expliqué qu'il avait un ami commun avec Rémi qui avait surpris leur conversation. Cet ami s'est senti mal à l'aise quand Rémi a commencé à se vanter d'aider Sophie à se préparer pour l'avenir. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'ami réalise que préparer son avenir signifiait essayer de me dépouiller financièrement. Se sentant coupable d'être resté silencieux, l'ami a pris des captures d'écran des messages et les a transmises à Paul, pensant qu'il serait plus facile pour lui de me les transmettre. « Ce type joue un double jeu », a dit Paul en secouant la tête. « Il l'a poussé à te prendre tout ce que tu as, tout en lui promettant de rester à ses côtés après. » Paul m'a passé les textes, ajoutant « Je pensais que tu devais savoir que tu ne mérites pas ça. » Les messages m'avaient déchirants. Sophie ne se contentait pas de se défouler sur le divorce avec Rémi. Elle planifiait ses prochains mouvements avec lui, et il la guidait à chaque étape. Un message d'elle disait « Une fois qu'on aura réglé, on aura ce qu'il nous faut. Il faut juste qu'il signe les termes. » Rémi a répondu « Reste ferme. Fais-lui culpabiliser s'il le faut. Il te doit. On construira quelque chose de nouveau, une fois que l'argent sera sécurisé. » Je suis resté là, fixant le téléphone de Paul, essayant de digérer. Ce n'était pas un malentendu ou une réaction émotionnelle à un mariage qui s'effondrait. C'était calculé, un complot délibéré. J'ai remercié Paul et il est parti, mais mon esprit était en surchauffe. Tout s'emboîtait. Son retrait soudain, son obsession pour nos comptes et ses demandes agressives dans le divorce. Tout faisait partie d'une stratégie qu'elle avait élaborée avec Rémi dans mon dos. Les textes se sont répandus rapidement dans notre cercle commun. Paul les a montrés à quelques amis, et la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. La narration de Sophie a perdu toute crédibilité, presque du jour au lendemain. Les gens qui étaient restés neutres ou qui l'avaient soutenu ont commencé à s'éloigner. Le changement était marqué. Ses alliés les plus proches ont commencé à voir ses vraies couleurs,
et se sont distancés. Au moment où le divorce a été finalisé, son avocat a discrètement abandonné ses revendications, réalisant qu'elles n'avaient aucune base légale. Toutes ces demandes audacieuses se sont effondrées sous les preuves que j'avais présentées. Et le trust que j'avais établi avec ma tante était inattaquable. Rémi, pendant ce temps, semblait s'être volatilisé dès que son plan s'est effondré. Ça ne me surprendrait pas s'il l'avait manipulée autant qu'elle avait essayé de me manipuler. D'après ce que j'ai entendu, il lui avait vendu des rêves de liberté et de nouveaux départs. Mais dès qu'il était clair qu'elle ne partirait avec rien, il était parti. Sans Rémi dans son coin, la confiance de Sophie s'est effondrée. Les appels et messages continuaient, mais il devenait désespéré. Pouvons-nous juste nous asseoir et parler? Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. Implorait un message vocal. Un autre prenait un ton différent. Tu n'as pas à me pardonner, mais ne pouvons-nous pas juste conclure et avancer? Je laisserai tout tomber si tu me rencontres. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Le mal était fait, et il n'y avait pas de retour en arrière. Même sa famille a commencé à se retirer. Son cousin m'a contacté une fois, s'excusant pour les choses qu'il avait dites quand il avait cru sa version des faits. « Je n'avais aucune idée de ce qu'elle te faisait, » a-t-il dit. « Je suis désolé d'avoir jamais cru en elle. » Quant à moi, j'ai gardé l'appartement, mes économies, et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des lustres, la clarté. Ma tante, comme toujours, était mon ancre. Elle est arrivée avec des pots de peinture et un carnet plein d'idées pour m'aider à refaire l'espace à mon goût. Maintenant, la vie semble m'appartenir. Plus besoin d'analyser chaque petit échange. Plus de douleur de la trahison, juste du calme. Sophie est une page de mon passé. Je ne regarde pas en arrière, et le reste de l'histoire m'appartient à façonner. Et voilà où s'arrête l'histoire. Parfois, la chose la plus intelligente que vous puissiez faire est de faire confiance à vos instincts et de vous y préparer avant que la tempête ne frappe. Dans Minecraft, si vous ne protégez pas vos objets de valeur, les creepers ou les voleurs peuvent vous anéantir. Dans la vie, ce n'est pas différent. Parfois, la préparation est la seule chose qui vous sauve. Merci d'avoir passé du temps ici avec moi ce soir. Je vais continuer à travailler sur cette construction et je serai bientôt de retour avec d'autres histoires Reddit que vous ne voudrez pas manquer.